Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. Donc la thématique est un thème qui a souvent été demandé et on va vous le dire tout de suite puisqu'il s'agit d'ouvrir une maison d'hôte. Quel changement de vie. On sait que parmi nos partenaires, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, qui avaient une espèce de vie antérieure et qui ont décidé de tout lâcher pour ouvrir une maison d'hôte. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Florence qui va justement nous parler de son expérience. Florence, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir. Alors, j'ai ouvert en 2004 une structure qui s'appelle Les Fermes de Florence en Normandie. Oui. On travaillait, mon mari et moi, au comité régional du tourisme de Nice sur la Côte d'Azur. Et on était au service développement. On accueillait les porteurs de projets qui souhaitaient s'installer sur la Côte d'Azur. Au bout de quelques années, on s'est dit, à force de donner des conseils, on va peut-être se les appliquer à nous-mêmes et on va créer notre propre structure. C'est ce qu'on a fait. Mes parents avaient une propriété familiale en Normandie et on a décidé de la reprendre. C'est une ancienne ferme, tout était à rénover, les maisons étaient inhabitables. Donc, on a eu 2 ans de travaux et on a ouvert en 2004 la structure. Félicitations. C'est vrai que pour le coup, c'est un établissement qui est plutôt sympa. Je vous invite à aller vous balader sur le site. L'idée des formations est venue parce que sur mon site internet, j'avais présenté qui on était et pourquoi on avait fait ça et qu'on avait tout plaqué. Et c'est surtout le chemin qu'on faisait, c'est-à-dire quitter la Côte d'Azur pour aller en Normandie, ce qui est quand même assez surprenant pour beaucoup de gens. Oui, en général, on va plus vers le beau temps, pas l'inverse. On est d'accord, sauf qu'on n'avait pas les moyens financiers. Et il y a des fois, c'est ce qu'on essaye de faire entendre aux stagiaires qu'on accueille. Il y a des fois, il faut passer par des étapes. Et bien sûr. Inutile de s'endetter jusqu'au cou et de vivre une vie très compliquée. Il y a d'autres secteurs qui marchent très bien, d'autres régions qui marchent très, très bien. Et si on n'a pas les moyens, il faut savoir se rediriger, rebondir vers autre chose. La Normandie, c'est quand même OK, c'est vrai qu'il ne fait pas toujours beau. Pas très beau. Mais nous avons le bassin parisien qui est quand même loin d'être négligeable et on est une des régions qui travaille toute l'année. Toute l'année. Les Parisiens ont besoin d'évasion et de partir. Donc ça, c'est un bon taux de remplissage. Ouais. Je peux me permettre des réflexions sur la Normandie parce que je suis normande à la base. Ah, voilà. Je viens de Rouen, mais je suis allée vers le soleil, pour le coup. Oui. Mais c'est certain, nous aussi, on aime bien le soleil. Mais on a plus regardé le business plan et on s'est dit que c'était plus viable en Normandie que sur la Côte d'Azur où les biens immobiliers sont quand même très, 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 très chers. Mais là, donc voilà le choix. On a pas mal de partenaires et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de tourisme. Finalement, il n'y a pas que la Côte d'Azur. Non, proximité de Paris, c'est très important. Ok, merci beaucoup Florence en tout cas. Je vais expliquer rapidement quel va être le programme de cette émission. Donc aujourd'hui, déjà Good Morning Amenities, pour ceux qui nous rejoignent, c'est une émission qui a lieu tous les mardis à 14h. Donc l'idée, c'est très simple, c'est nous, on est spécialisé dans l'hôtellerie, l'hébergement en général. Donc l'idée, c'est vraiment d'aborder une thématique chaque semaine pour vous aider, vous apporter des informations, etc. Que vous soyez un hôtel, gestionnaire d'appartements, chambre d'hôte, on est là pour ça. Et c'est un rendez-vous auquel on tient parce qu'on vous apporte pas mal de petites choses. Ensuite, la thématique aujourd'hui, c'est l'esprit chambre d'hôte. On va parler des bonnes motivations. Quelles sont les compétences pour justement pouvoir ouvrir une chambre d'hôte? On va discuter après, évidemment, de la réalité de l'activité, que ce soit dans le bon ou le mauvais. Il n'y a jamais 100% de positif ou 100% de négatif. Et ensuite, on va parler de la secret sauce avant d'arriver à mon moment préféré, qui est le moment du cadeau. Donc, un cadeau qui a été préparé par nos équipes et qui vous est offert à la fin de l'émission. Donc, Florence, l'esprit chambre d'hôte. Déjà, est-ce qu'on peut partir de la base et que vous nous expliquiez ce qu'est une chambre d'hôte? La chambre d'hôte est une chambre avec salle de bain, mais ce n'est pas obligatoire. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui, c'est plus un standard de qualité, mais dans la réglementation, il n'y a aucune obligation d'avoir une salle de bain privée par chambre. Par contre, on est tenu de ne pas dépasser 5 chambres et de ne pas dépasser 15 personnes. On ne peut pas faire 6 chambres
de 2 personnes. On serait donc à 6 chambres, 12 personnes. On ne dépasserait pas 15, mais on dépasserait le nombre de chambres autorisées. Et la chambre d'hôte doit être dans une maison où le propriétaire accueille ses hôtes. On ne peut pas déléguer l'accueil de la maison d'hôte à quelqu'un d'autre, sauf pour les vacances si on a besoin de partir, mais on ne peut pas faire du « je pose les clés et débrouillez-vous ». Ouais. Oui, ce n'est pas la location de meublé de tourisme. Non, et effectivement, la fourniture de linge est obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans un gîte. On peut mettre le linge en supplément. Et le petit déjeuner est toujours compris. Bien souvent, je vois des sites internet avec le prix de la chambre, petit déjeuner en supplément. Ce n'est absolument pas légal. Oui, ça c'est vrai. Non, mais c'est très bien de rappeler tout ça. Je le vois aussi chez certains partenaires et on se permet de leur dire parce que ils risquent quand même pas mal au final à faire ça. Ah oui, tout à fait. Génial. Et ben nickel pour l'appellation chambre d'hôte. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et ensuite, eh bien, on va parler un petit peu de la qualité d'accueil, hein, puisque c'est quand même un métier qui est extrêmement tourné vers l'humain. Oui. Ça, c'est clair. D'ailleurs, c'est la chance qu'on a, nous, chez Amenities, c'est que quand on appelle des propriétaires, en général, ils sont plutôt sympas. Oui, c'est vrai. Puisque ce sont des personnes qui sont tournées vers l'humain. Donc, est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner par rapport à ça, ce que doit apporter, on va dire, un bon propriétaire gérant de chambre d'hôte? Alors, la première qualité, c'est de vraiment connaître sa région. On doit être vraiment un ambassadeur de sa région. On doit savoir conseiller les gens. Bien souvent, les gens partent en disant « on verra bien ce qu'on a à faire ». Et vous devez être informé des activités du week-end, par exemple, s'il y a un marché terroir, s'il y a un concert, s'il y a quelque chose. Vous devez vraiment vous positionner en tant qu'ambassadeur, ambassadrice. Après, les gens qui choisissent la chambre d'hôte, c'est aussi pour le partage, la rencontre. Donc, le pot d'accueil est toujours très apprécié. Oui, c'est vrai. Donc, soit on peut le faire pour chaque arrivée, mais effectivement, ça prend aussi beaucoup de temps de faire ça. Donc, on peut aussi regrouper les gens et dire, voilà, si vous avez une arrivée mardi et vous avez une autre arrivée le lendemain, pourquoi pas regrouper les deux et en même temps, vous permettez aux gens de communiquer et de se connaître et peut-être de partager des moments ensemble aussi. Vous êtes un peu le lien et vous devez être la personne qui facilite les relations entre les différents hôtes et évidemment, vous êtes le chef d'orchestre quelque part. Et c'est vrai que le côté disponibilité, être souriant est extrêmement important aussi finalement parce que c'est ce que recherchent complètement les voyageurs. Sinon, ils iraient dans des hôtels un peu plus aseptisés, entre guillemets. Et c'est la convivialité finalement qui est quand même appréciée. Moi, la première, je réserve quand même régulièrement des chambres d'hôtes. Donc, il faut quand même répondre aux attentes et aux besoins que va avoir un voyageur finalement. Voilà, vous ne pouvez pas juste montrer la chambre, donner la clé et bonne installation, merci, au revoir, à demain matin. On est d'accord. Et oui, et donc du coup, les choses, on va dire, à ne pas faire. Alors, ne pas déterminer d'horaire d'accueil, c'est-à-dire, vous avez dans une journée, vous allez faire plein de choses. Hein. Vous allez accueillir, faire la facturation, répondre aux réservations, accueillir les gens le moment T. Donc, c'est bien de délimiter des horaires d'accueil et de départ, ce qui vous permet ensuite de vous organiser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des gens qui partent à 14 h et d'autres qui arrivent à 15 h parce que vous n'aurez pas fini vos chambres. Donc, c'est important de déterminer des horaires d'arrivée et de départ pour vous laisser du temps ensuite derrière pour vous organiser. Et aussi, ne pas être présent au petit déjeuner. Donc, ça ne veut pas dire non plus être debout et attendre de savoir si les gens veulent du lait ou du café. On peut aussi les laisser un petit peu discuter et autres, mais votre présence est importante. Ça, c'est très exact. Et c'est des retours que moi, j'ai pu avoir de point de vue voyageur en discutant avec des amis ou autres. Et c'est vrai qu'il faut toujours avoir ce truc de comment moi, j'aimerais finalement qu'on me reçoive et qu'on s'occupe de moi si j'étais voyageur. C'est important de conserver ça. Bien évidemment, il y a toujours une notion de qualité et de prix. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai de nombreux partenaires qui me disent à chaque fois, j'arrive pas à trouver comment faire le prix, comment fonctionner. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Florence, les conseils que vous donnez justement pour le rapport qualité-prix? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour un voyageur? Alors, c'est important, mais ces dernières années, on est aussi monté beaucoup en haut de gamme au niveau des chambres d'hôtes. Donc, c'est important aussi de regarder par rapport à là où on va s'implanter nos concurrents, quels tarifs ils appliquent.
Et surtout, si par exemple on a des concurrents qui sont dans une catégorie moyenne, mais qu'on va faire du haut de gamme, on ne va pas se baser sur ce prix-là. On va proposer autre chose. Donc, il faut quand même regarder à petit près après si les hôtels aux alentours proposent la même gamme que vous et quels sont leurs tarifs. Et on va essayer de faire quelque chose qui corresponde, qui est un peu moins cher que l'hôtel, bien que l'hôtel, le petit déjeuner est toujours en supplément et nous, c'est inclus. Donc, ça, c'est pas négligeable non plus. Mais il ne faut pas non plus se mettre trop bas ou se mettre trop haut. Trop haut, à la limite, on peut proposer des promotions. Si on se dit, oh là là, j'ai tapé un peu fort dans les prix, on pourra toujours faire de la promo. Si on se met trop bas et qu'on se rend compte que, bah non, finalement, on aurait pu mettre 30 € de plus, compliqué pour les gens qui sont venus la première année, de leur imposer et de leur dire, ah bah oui, mais moi, je me suis trompée dans mes tarifs l'année dernière. Aujourd'hui, c'est 30 € de plus. Donc voilà, c'est bien d'analyser le marché et surtout se comparer à des gens qui font exactement la même chose que nous. Donc, ça va être la surface de la chambre, ça va être la qualité, la literie, c'est indispensable. On vend du sommeil avant toute chose. Hein. Donc, c'est un point qu'on ne peut pas négliger. Et l'environnement dans lequel on est aussi. Voilà, une maison d'hôte qui va être en bord de route, oui, c'est un inconvénient. On ne va pas pouvoir mettre le bon prix parce que même si on a mis des choses top et qu'on est dans le haut de gamme, non, voilà, c'est comme le prix d'une vente d'une maison, pareil. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut essayer de trouver le juste prix, le juste milieu. Très bon conseil, Florence. Merci. Et alors, la partie petit déjeuner, alors ça, c'est bien d'en parler aussi, parce que pour avoir eu des centaines de conversations, une fois de plus, avec nos propriétaires, partenaires, ils nous disent, bah, moi, je ne sais pas quoi faire, quoi. Qu'est-ce que je mets dans le petit-déj, que proposer? Donc, comment vous faites, vous? Alors, le petit-déj, pour moi, c'est vraiment la cour de récréation parce que du coup, on peut laisser aller son imagination. Les gens aiment beaucoup la formule brunch et surtout, ils viennent pour des petits déjeuners un peu originaux. Si on ne sort pas la boisson chaude, le jus d'orange, la baguette, la confiture et un yaourt lambda, bon, on a ça dans n'importe quel hôtel et c'est pas ça qu'ils viennent chercher. On peut faire du pain perdu, on peut faire de la brioche. Aujourd'hui, on a des outils comme Thermomix, hein, pour pas faire de pub, mais qui proposent plein de choses, des crèmes au chocolat, des crèmes à la vanille. Bon, Florence, vous allez me donner faim là, ça suffit. Oui, mais moi, je fais des petits déjeuners qui sont comme ça, très copieux, des œufs cocottes. Voilà, et je fais aussi beaucoup de smoothies le matin, c'est très apprécié. Surtout en période hivernale où on a un peu du mal à trouver des fruits pour faire des belles salades de fruits et que les fruits coûtent très cher l'hiver. Donc, moi, l'hiver, en général, je propose plutôt des smoothies. Donc, je mélange différents fruits et du coup, on a un jus de fruits très, très, très bon. Mais voilà, ça peut être des œufs sur le plat avec du bacon, ça peut être plein de choses comme ça. Mais des recettes, moi, j'en ai plein. Hein. La prochaine étape, c'est peut-être d'ouvrir un livre proposer un livre de cuisine. Pourquoi pas, effectivement. J'ai pas mal de petites recettes sympas que je communique à nos stagiaires quand ils viennent en formation. Parce qu'effectivement, c'est un point où ils disent bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire en dehors du yaourt? Mais on peut faire plein de choses. On peut faire du fromage blanc, on fait de la crème à la vanille, des crèmes au chocolat. Ça part très bien le matin. Ça part très, très bien. J'ai vu un truc qui était assez génial l'autre jour. Il y avait à disposition une machine à crêpes. Oui, on peut. Alors, les crêpes, les gaufres. Ouais, c'était génial ça. Il y avait la pâte à crêpes, hop, coup de Nutella. Oui. Tout s'est très bien passé. Voilà. Bon, bien souvent, on veut toujours proposer croissant, pain au chocolat et tout. Moi, j'en ai pas parce que la boulangerie la plus proche, elle est à 9 km. Donc, je pourrais pas faire du frais. Donc, moi, je suis plus sur tout ce qui va être pain perdu, crêpes, gaufres. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Je fais pas de croissant. Bah, moi, je préfère avoir quelque chose d'original, honnêtement, plutôt qu'un croissant un peu classique que je peux aller m'acheter, en effet, dans n'importe quel boulangerie. Et après, dans le petit déjeuner, ce qui est très important aussi, c'est la vaisselle. C'est les contenants. Voilà. Vous devez mettre en scène un fromage blanc avec un coulis de fruits rouges et vous mettez une jolie feuille de menthe à l'époque où on a de la menthe. Bah, tout de suite, ça en jette. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait la présentation. La présentation est importante. Très important. Oui, alors sans partir dans des trucs de dingue. Et d'ailleurs,
Une Non. fois que vous avez une jolie présentation, vous prenez une photo, vous la mettez sur Instagram. Exactement. Et la boucle est bouclée. Et c'est comme ça Exactement. que les voyageurs vont aussi vous repérer, quoi. Bien sûr. Eh bien, génial. Voilà, maintenant j'ai faim. On va passer aux bonnes motivations, Mhm. les éléments justement indispensables, finalement. Alors, la première chose, c'est déterminer un budget un budget. On ne peut pas partir dans ce projet sans avoir un budget global et surtout bien évaluer ses ressources. Combien on a besoin? Vous avez des gens, ils ont besoin de 4 000 € par mois pour vivre parce qu'ils ont des enfants à charge qui sont à l'école et autres. Vous en avez d'autres, avec 2 000 €, ils vivront très bien. Donc, ça, c'est très important de déterminer combien j'ai besoin pour vivre par mois. Les charges que je ne peux pas compresser. Ensuite, bien évaluer son autofinancement. Est-ce que je dois vendre une maison? Est-ce que je récupère la totalité de la vente de la maison? Est-ce que mes parents peuvent m'aider? Et ne pas oublier une chose très importante, les frais de notaire. Parce que les frais de notaire aujourd'hui sont loin d'être négligeables. Il y a des fois où vous pouvez vous dire, j'ai un budget de 450. Oui, mais pas 450 pour acheter. 450, c'est votre budget global. Il doit inclure les frais de notaire et aussi l'aménagement, parce que vous n'allez pas acheter une maison où il y aura tout dedans. Donc, tout ce qui va être les fournitures, les meubles et autres, ça coûte très cher quand il faut meubler tout ça. Et voilà, il faut essayer d'avoir un minimum d'endettement parce que sinon, on va s'épuiser à l'activité. On a besoin de pause de temps en temps, de se dire, tiens, là, je ferme 3 jours, je suis fatiguée. Et si on est trop endetté, on va toujours accueillir, on va toujours prendre les réservations et vous n'allez plus faire bien votre travail. Vous n'aurez plus aucun plaisir puisque vous allez le faire que parce qu'il faut faire entrer de l'argent. Et ça, c'est primordial. Ça marche pour tout. Hein. Pour tout. Vrai. Pour tout. Et ensuite, les deux partenaires doivent absolument avoir la même vision. Ça ne doit pas être le projet de madame et monsieur qui va suivre ou l'inverse. Les deux doivent être d'accord sur comment la maison d'hôte va être construite. Ça, c'est capital. Sinon, au bout de 4 ans, tout explose. Ouais, non, mais ça, c'est clair. C'est vrai que c'est comme dans toutes les entreprises, finalement, parce que c'est un business, le choix des partenaires est clé. Complètement. Nous, je sais que chez Amenities, on est 3 associés, pour le coup, et on a une vision qui est parfaitement alignée, même si parfois, on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses, mais c'est des échanges. Et je pense que ça a toujours fait la force de la boîte, c'est ce côté hyper soudé, où rien ne peut se passer, parce qu'on est tous les 3, quoi. Voilà. Et ça marche aussi pour la chambre d'hôte. Voilà, exactement. Et puis, vous allez devoir travailler ensemble en permanence. En permanence. Donc, il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer. Avant. Comme un mariage. Complètement. Et du coup, voilà, par rapport à l'objectif de construction, c'est vrai que c'est un choix de vie, hein, clairement, d'avoir une maison d'hôte. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments finalement par rapport à ça? Alors après, tout va dépendre toujours pareil, l'endettement. Si vous n'avez pratiquement pas d'endettement, vous aurez un peu plus qu'un petit salaire. Mais si jamais vous avez un endettement conséquent, on peut avoir un petit salaire, mais on n'est pas sur faut au moins une structure de 5 chambres. Hein. En deçà, c'est compliqué. Si on est à 2-3 chambres et qu'on a du crédit, on va surtout payer le crédit, les charges de la maison, mais ce qui n'est pas négligeable parce que du coup, on se constitue un patrimoine grâce à la location de nos chambres. Hein. Tout à fait. C'est aussi une autre démarche. C'est une autre démarche. On peut imaginer se dire, moi j'ai mon mari, il gagne très bien sa vie, il ne sera pas impliqué dans le projet, tout ce qu'on veut, c'est aller vivre dans une région plus ensoleillée, plus près de la mer ou je ne sais quoi. Et moi, mon activité, elle va être juste là pour payer toutes les charges de la maison. Voilà, on va habiter dans un endroit qui nous plaît et on n'aura pas spécialement de gros endettements dessus. Voilà. Et il faut bien évidemment compter sur la phase de croissance parce que la première année, oui, vous allez pas… Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vous faire connaître et les clients ne vont pas arriver comme ça parce que vous avez fait votre site internet, que vous êtes mis sur Booking et hop là, dans les 48 heures, vous allez vous prendre des raisins. Donc, il faut, dans la phase de croissance, nous, on dit que la première année, c'est à peu près 60% du taux de remplissage. Les maisons d'hôtes, elles font à peu près 120, 140 nuits pour celles qui travaillent très, très bien. Okay.
Voilà, il faut partir à 60% en année 1, en année 2, on passe à 80% et en année 3, on arrivera au vol de croisière et on sera à 100%. Maintenant, ça, c'est pour les maisons d'hôtes qui se trouvent dans un secteur touristique saisonnier. Touristique, bien sûr. Ensuite, les maisons d'hôtes qui vont être plus urbaines ont des taux de remplissage bien supérieurs. Elles vont largement arriver à 250, 270 nuits par an. Voilà. Si c'est une clientèle d'affaires quotidienne, finalement, c'est logique. Voilà, c'est ça. Mais on a un meilleur taux de remplissage puisqu'on n'a pas vraiment de rupture de saison, puisqu'on est en ville et qu'en ville, il y a toujours ou du tourisme ou du voyage d'affaires, ce qui n'est pas le cas si vous allez en bord de mer. Vous voyez, style les Landes. Les Landes, l'hiver, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Non, il ne se passe pas grand-chose. C'est très beau, mais il se passe pas grand-chose. C'est très beau, mais du coup, vous avez la période d'hiver où vous pouvez vous reposer, vous pouvez refaire faire du surf. Oui, on peut refaire un peu de déco, on peut voilà, profiter des siens aussi. Génial. C'est vrai que bon, avant toute chose, c'est quand même un projet de vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, du coup, Florence, par rapport au fait que ce soit un projet à deux, projet en famille, on va dire quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans l'aventure de la chambre d'hôte? Alors déjà, pas vouloir aller dans la chambre d'hôte en se disant j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de tout, je vais faire ça, je vais aller vivre dans une région très ensoleillée et hop là, on y va, c'est parti. Ouais. Non. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit récurrent, auquel on a vraiment bien réfléchi. Il faut que toute la famille adhère, en particulier les enfants. Pour nous, c'est capital. Les enfants doivent adhérer au projet. Okay. On a eu plusieurs exemples de maisons d'hôtes qui n'ont pas tenu compte de la vie des enfants. Au bout de 2 ans, les enfants ont demandé à partir en pension quand même. Ah, c'est efficace. Parce que ils disaient on n'est plus chez nous de toute façon, on peut pas aller dans la piscine sans sauter et voilà. Et est-ce que vous êtes vraiment fait pour l'activité? Posez-vous la question, posez la question à vos amis qui vous connaissent bien aussi, parce qu'il faut de l'empathie, il faut aimer les gens, c'est la première qualité. C'est vrai. Et si on est un peu psychorigide, compliqué de faire ce métier. Très compliqué. Oui, en effet, se demander est-ce qu'on est fait pour l'activité, est-ce que mon conjoint, si jamais c'est partagé, est prêt pour l'activité. Enfin, de toute façon, ça reste chez soi, finalement. Est-ce qu'on est prêt à travailler les week-ends, à avoir du temps libre en semaine? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier les vacances de juillet-août, puisque c'est la période où on va tous travailler? Donc là, c'est fini, on ne pose pas vraiment de congés pendant ces périodes-là. Mais c'est particulier. Donc, il faut être conscient de ça, que c'est un changement de vie, c'est OK, c'est génial. On va avoir du temps libre, mais on n'aura pas du temps libre comme tout le monde. C'est vrai, c'est un autre genre, autre genre de vie. Et après, voilà, ça rejoint ce que vous venez de dire, Florence, c'est ce côté, il faut avoir envie de partager, puisque voilà, c'est un métier qui demande du respect, de l'intérêt, de l'empathie. Donc, aimer les gens. Oui, c'est clair. La première qualité. Si on n'aime pas les gens, c'est compliqué. Et donc, quand on accueille les gens chez nous, on abolit des frontières. On abolit la frontière privée et publique. Et on ne peut pas, si le client à 19h30, il veut quelque chose et que vous êtes en train de dîner entre familles, lui dire « Ah bah non, là, je mange. Vous verrez demain matin, vous viendrez au petit déjeuner. » Non, c'est pas possible. Et toujours avec le sourire. Voilà, définir des règles trop contraignantes pour les autres, c'est-à-dire, voilà, passer 19h30, nous, on n'est plus disponible parce que j'ai ma famille à gérer. Non, ça, c'est pas possible non plus. Et ça, c'est la première grande question à se poser quand on veut se lancer dans ce projet. Est-ce que je suis prêt et est-ce que ma famille est prête à ça? Ça rejoint primordial. En effet ce qu'on disait, quoi. Un exemple tout bête, vous avez une piscine et vous décidez que les autres vont aller à la piscine de 15h à 17h. Voilà, hop. Le reste du temps, ça leur est pas accessible. Non, vous oubliez. C'est pas la peine. Ne faites pas ce métier. Bon, non, mais c'est un bon conseil. Parce que je le vois souvent sur des forums ou autres. Les chambres d'hôtes, les propriétaires se posent des questions. Et c'est bien de le dire en amont parce qu'au moins, on a tous les éléments et on sait à quoi s'attendre. Donc, c'est aussi beaucoup de sacrifices finalement. Oui, mais c'est un métier assez costaud. C'est un métier assez costaud, mais... non, vous voyez, moi, ça va faire 20 ans que je le fais et non, je ne regrette pas. Et si je devais recommencer, je recommencerais. Sans problème. Ça va donner envie. En vous voyant, vous allez avoir 10 000 créations de chambres d'hôtes en France.
On va relancer l'activité. Voilà. Une fois qu'on sait est-ce qu'on est fait pour ça, etc., qu'on a un petit peu pensé à tout, et bien, il y a le côté compétences. Donc, quelles compétences doit avoir un gestionnaire de chambre d'hôte? Et c'est vrai qu'une des premières, c'est les relations publiques et le sens commercial, puisque c'est quand même très tourné vers l'accueil, que ce soit au téléphone, que ce soit en physique. On a quand même ce rôle-là, quoi. Bah déjà, on doit entendre votre sourire au téléphone quand vous décrochez. Ça, c'est aussi capital. Hein. On le sent tout de suite si vous n'êtes pas de bonne humeur. Un allô ou un bonjour les fermes de Florence, c'est autre chose. Donc, tout de suite, vous mettez le client à l'aise. Voilà, lors de leur arrivée, bien évidemment, leur proposer votre aide pour les accompagner dans la chambre avec les bagages et autres. Et évidemment, offrir des tarifs dégressifs pour les séjours les plus longs, puisque c'est là où on a le plus de connexion avec le client. Quelqu'un qui vient une nuit, qui arrive à 17h30 et qui repart le lendemain matin à 10h, on a un petit côté de frustration parce qu'on n'a pas été bien en communication avec la personne. Donc, moi, je favorise toujours le côté tarif dégressif sur des séjours plus longs. Ça se fait beaucoup et c'est apprécié. Et ça pousse le voyageur à réserver finalement. Voilà. Une chose aussi importante, si vous sentez que votre client n'est pas complètement satisfait parce que, je ne sais pas, c'est pas que votre maison est en cause, hein, mais il pensait que vous étiez plus près de la mer, il pensait je ne sais quoi, eh bien, faites-lui une remise. Ne le laissez pas partir sur cette insatisfaction. Parce que si vous lui avez fait une remise, ça va le calmer. Il n'y aura pas de mots sur TripAdvisor, Google Business et tout le reste. Et ça vaut de l'or d'avoir des très bons critiques. Ça vaut de l'or. Donc, il vaut mieux perdre 30 ou 40 euros plutôt que de se prendre un mauvais commentaire sur un site d'avis. C'est exact. Donc, au-delà des compétences commerciales, c'est là où, en fait, il faut être un véritable couteau suisse pour gérer une chambre d'hôte. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de bricolage, jardinage, cuisine, etc., parce qu'on s'occupe de la maison au quotidien, quoi. Ça demande des efforts, ça demande du boulot. Et voilà, c'est un métier où il doit y avoir quand même une certaine notion de passion, quoi. Ah oui, si on n'est pas une bonne maîtresse de maison, que les tâches ménagères vous rebutent, que vous n'aimez pas trop cuisiner et autres, il faut oublier, il faut faire autre chose. Parce que ça va être votre quotidien pendant toute une saison. Il faut vous dire que par exemple, si vous avez 5 chambres, ça veut dire que vous avez 10 personnes, plus vous. Si vous êtes en couple, ça fait 12. Vous avez 12 personnes qui vivent dans votre maison et personne ne va vous aider. Donc, vous devez tout faire. C'est-à-dire, voilà, vous n'allez pas demander à vos clients, tiens, vous ne voulez pas désherber l'allée, vous voulez pas. Et du coup, tout retombe sur vous et vous devez toujours avoir une maison top. Impeccable, quoi. Impeccable. Non, mais c'est vrai, impeccable. Donc, la gestion des courses, c'est un temps fou. Hein. Parce qu'on n'est plus sur un litre de lait. Hein. Quand on achète du lait, on achète par pack. Donc, voilà, il faut prendre la notion de quantité. Et du coup, les courses, bah oui, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Énormément de temps. Le ménage aussi. Bon, le ménage, à la limite, on peut se faire on peut le déléguer. Faire aider, quoi. On peut demander à quelqu'un de faire le ménage à sa place. Les draps, les linges de maison, c'est pareil. On peut utiliser soit des pressings ou des sociétés qui font très bien et qui font ça. Et du coup, vous pouvez vous déléguer de ces tâches-là. En 3e année, j'ai pris une femme de ménage et j'ai délégué le linge. Parce que quand je voyais arriver les montagnes de linge à laver, même si j'avais une machine de 15 kilos, des fois, j'étais déprimée. Ça peut s'entendre. Et après, bon, il y a aussi d'autres compétences qui sont, on va dire, moins importantes, mais qui peuvent faire la différence, pour le coup, dans le métier. Il y a la notion d'avoir la maîtrise d'une langue étrangère, au minimum l'anglais. C'est sûr que si on cible une clientèle internationale, ça va avec. Hein. On est d'accord. C'est quand même plus facile si on maîtrise quand même un peu l'anglais, ne serait-ce que pour la communication, ou renseigner les gens une fois qu'ils sont sur place. Tout à fait. Avoir des compétences en informatique, oui, savoir utiliser peut-être au moins Excel ou Word ou voilà. Logiciels, tout simplement. Voilà, quelques logiciels. Enfin, que l'informatique ne soit pas quelque chose auquel vous n'avez jamais touché et vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Parce que quand on va utiliser un PMS comme le vôtre,
il faut quand même un minimum de compétences. Avoir des compétences de gestion, c'est quand même mieux parce qu'il ne s'agit pas de dépenser l'argent n'importe quoi, n'importe comment. Il va falloir quand même savoir où sont ses coûts de revient et autres. Et donc, il faut quand même savoir faire ça. Et si on a une expérience professionnelle dans le tourisme ou dans l'hôtellerie, c'est sûr que c'est un plus. Ce n'est pas indispensable. Je dirais que le plus indispensable, c'est d'aimer les gens et connaître l'art de recevoir à la française. Parce que c'est quand même ça qui est aussi très recherché dans les maisons d'hôtes. C'est tout à fait exact. Et après, il y a cette notion de décoration, surtout que de plus en plus, eh bien, les voyageurs sont sensibles à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une déco de dingue et être un magasin de déco, puisqu'on est plus ou moins doué dans ce genre de choses. Mais il faut quand même un minimum et une atmosphère qui est agréable, quoi. Voilà. Mais je dirais que la motivation première des propriétaires, enfin des futurs propriétaires, c'est quand même le côté déco. J'ai rarement vu de stagiaires qui ne savaient pas associer les choses. C'est quand même leur motivation première, la décoration, se faire plaisir et autres. Par contre, dans la décoration, on va essayer de rester dans quelque chose d'assez intemporel. Parce que la décoration change beaucoup. Tous les 3-4 ans, vous avez des tendances. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des tendances et les tendances bougent assez régulièrement. Voilà. Donc, tout ce qui va être carrelage, mur et autres, on va rester sur des couleurs très intemporelles et on va surtout accessoiriser avec la décoration tendance du moment. Mais du coup, qui ne coûtera pas non plus une fortune et ce sera très facile de changer un fauteuil, une lampe, un cadre, une paire de rideaux pour arriver sur quelque chose qui est plus dans la tendance du moment. Mais la déco est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la photo, quoi. Instagram, Facebook, tout ça. Oui, c'est sûr. Et c'est quand même les photos qui déclenchent la réservation quand on est en concurrence avec une autre maison d'hôte, on se dit « Ah non, je me sens mieux dans celle-là, la déco, c'est mieux et tout. » Voilà. C'est vrai. Non, mais puis, la notion de réservation à l'image est une réalité. Complètement. En parlant de réalité, on va faire un point sur la réalité de l'activité. On le disait tout à l'heure, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Il y a des inconvénients à ne pas négliger. Et du coup, il y a quelques éléments que Florence va vous partager pour la réussite de votre maison d'hôte. Voilà, il peut y avoir des éléments un peu pénibles parfois à assumer. Oui, il y a des inconvénients comme dans tout métier. Il faut être conscient de ça, mais il y a tellement d'autres avantages qu'on oublie les inconvénients. Donc déjà, l'inconvénient, c'est travail 7/7. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? En saison touristique, on n'a pas le choix si on veut rentabiliser notre maison. Les tâches domestiques, ménage et courses, il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a des gens, ils ont des exigences. Bon, il faut accepter. Moi, une fois, je fais une petite intermède, j'ai eu un couple qui est arrivé, biker, tatoué de partout. Et là, je me suis dit, je pense qu'ils sont trompés de maison d'hôte. Et ça n'a pas raté. Je les ai emmenés dans ma chambre. À l'époque, c'était une décoration plus classique avec des meubles plus classiques. Et ils sont redescendus, ils m'ont dit, écoutez, votre maison, c'est magnifique, votre lieu, c'est magnifique, mais nous, on ne se sent pas là. Et je leur ai dit, oui, je me suis doutée quand c'est pas spécialement le look, mais il faut aussi accueillir des gens qui nous plaisent, qui vont être avec nous, qui vont être… Là, on était aux antipodes tous. Donc, ils sont partis. Ils m'ont payé, mais ils sont partis. Eh bien, j'ai pleuré. Ah oui? Ah oui, j'ai pleuré. Ah oui, j'ai pleuré. Ah oui, j'ai absolument pleuré, alors qu'ils m'ont payé. Hein. Mais ils ont dit non, c'est pas nous. On s'est trompé de maison. Voilà. Donc, il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde, mais c'est blessant. C'est très blessant. Ouais. Moi, je peux vous dire que j'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré. Je peux comprendre. Je vous fais un câlin à distance, Florence. Merci. Et du coup, c'est difficile de libérer du temps libre en haute saison. On ne peut vraiment pas… moi, je vois les journées, ça commence à 8 h, ça se termine à 20 h. Il faut oublier les vacances scolaires avec les enfants, quoi. Alors ça, c'est le point, j'ai oublié de le mettre dans le… Mais effectivement, un couple avec jeunes enfants, je pense qu'il faut oublier. Parce que vous allez travailler à des périodes où eux vont être en vacances. Et comment vous allez faire pour gérer les enfants, ça va être très compliqué. Voilà. Et donc, il faut accepter le décalage entre votre temps libre et celui de votre famille et de vos amis. Voilà, les mariages d'été, on oublie parce
parce que des fois, on ne peut pas refuser non plus la location. On en a besoin. Et voilà, je dirais que c'est la chose la plus compliquée. Oui, la plus compliquée au départ. Il faut en avoir conscience. Mais il y a les avantages. Ah oui, non, mais les avantages, ouais, complètement. Les inconvénients. Est-ce que vous pouvez m'ajouter cette note de positivisme, Florence? Ah oui, tout à fait. Tout le monde soit rassuré. Oui, déjà d'être son propre patron aujourd'hui, je pense que c'est juste royal. Quand on voit les entreprises, vraiment, c'est très compliqué de travailler maintenant dans des grosses boîtes. On vit dans un environnement qui nous correspond. On a choisi, c'est là qu'on veut vivre. Donc déjà, on a un bien-être naturel qui s'installe en nous. On fait de belles rencontres. On travaille de chez soi, donc on a quand même une qualité de vie. On perd plus du temps pour aller sur son lieu de travail. On fait beaucoup d'économies au quotidien, dans le sens où on a peut-être moins besoin de s'habiller aussi. Voilà, quand on est dans un bureau, on a un petit peu le côté compétition entre collègues et autres. Et surtout, on finance son patrimoine. Ça, c'est quand même capital. C'est quand même... Enfin, voilà, moi, aujourd'hui, on a une propriété, 8 hectares, 4 maisons dessus. Si on était resté salariés de chacun de notre côté, on n'aurait jamais eu ça. Jamais eu ça, bien sûr. Jamais. Et aujourd'hui, on vit dans un environnement qui nous plaît, qui est totalement exceptionnel. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bon, voilà, maintenant, vous savez que... on maîtrise son emploi du temps en basse saison. Là, on est libre, on fait ce qu'on veut. Les avantages, les inconvénients, comme les défauts des qualités et les qualités de ses défauts. C'est toujours pareil. Voilà, c'est ça. Ça. Et donc, pour résumer, vous le savez, on aime bien toujours avoir une espèce de secret sauce, c'est-à-dire nos conseils. Une règle d'or déterminée à l'intérieur et à l'extérieur de la maison d'hôte, des zones privées et des zones de rencontre. Capitale. Première chose. Et après, est-ce que vous pouvez nous partager justement, Florence, les petits conseils, il y en a 5, pour avoir la secret sauce, pour une activité de chambre d'hôte heureuse, on va dire. Il faut s'assurer que psychologiquement, on est vraiment prêt à accepter certains sacrifices que l'activité nous impose, et accepter ce changement de vie, ce changement de rythme aussi, c'est très important. Fixer des règles de savoir-vivre au sein de sa maison pour se permettre quelques périodes, des fois, même si c'est qu'une heure, mais c'est une heure qui n'est rien que pour nous. Et puis déterminer des périodes de fermeture. On est obligé de temps en temps de se dire là, on ferme, on part, ou on part pas, mais on reste chez nous et on reçoit personne. Et pour préserver une vie de famille, si on propose la table d'hôte, peut-être pas la proposer tous les soirs. La proposer peut-être les soirs où les restaurants aux alentours sont fermés. Les clients ne sauront pas où aller, ils seront bien contents d'avoir la table d'hôte au sein de votre maison. Et bien évidemment, bien préparer son business plan. Pas partir à l'aveugle en disant hop là, on verra bien, ouais, ça va marcher. Non, ça c'est un peu risqué. On n'y va pas au petit bonheur la chance, quoi. Non, on n'y va pas au petit bonheur la chance. Et puis diversifier vos sources de clients. Donc évidemment, on a les grosses machines de guerre, on va pas les nommer là, mais ceux-là, on peut pas faire autrement que d'aller là. Mais il faut vraiment... Il y a des stratégies à mettre en place, quand même. Voilà, il y a des choses à mettre en place pour que les gens arrivent sur votre site internet et réservent en direct pour qu'on n'ait pas de commission à payer à toutes ces grosses entreprises. C'est un site internet qui convertit, un système de réservation qui s'intègre. Voilà. C'est ce qui fait la différence. C'est ça. Puisqu'il y a peu de gens qui appellent, on en parle souvent. Donc, alors, vrai que le côté digital... Ça a bien changé, Emmanuel, avec le Covid, parce que les gens avaient besoin d'être rassurés sur vos protocoles de sécurité. Et moi, cette année, j'ai eu beaucoup d'appels. Ouais, il y en a. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment eu les deux sons de cloche. C'est-à-dire que les sites internet où tout était extrêmement renseigné par rapport au côté sanitaire, etc., finalement, les gens réservaient. Et on le voit parce que finalement, Booking, on ne peut pas appeler. Non. Et il y a quand même énormément de réservations. Donc, il ne faut pas négliger, on va dire, cette partie-là, quoi. Ah oui, complètement. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de la population qui voulait en effet poser des questions. Oui. Mais c'est là où ça dépend du site. Mais il y a eu un peu des deux. Moi, je le vois, puisque j'ai accès, on va dire, aux data de la boîte. En moyenne, les réservations qui sont faites par appel, sur cette année, c'était que 20% quand même. Ah oui. Donc, c'est pas énorme. Si je prends tout. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait au moins 50%. Ah ouais. Je pense que ça dépend également de la. Ça dépend de votre lieu, je ne sais pas, mais
Et pas spécialement, ils n'avaient pas spécialement. Bon, ils posaient la question, bien évidemment, mais c'était surtout, on sentait qu'ils avaient besoin de parler. Ah oui, je vois. Ils avaient besoin d'être rassurés sur le lieu. Voilà, bon, bah, c'était super. C'est Moi, marrant. j'ai fait une belle saison cette année et j'ai rencontré des gens formidables. Il y a encore un couple qui est parti, où on est parti, on avait tous les larmes aux yeux. Et Ah, ça, mais ça, c'est les beaux moments. ça m'arrive une fois dans l'année, hein. Vraiment. Mais au moins, on s'en souvient. Ah oui, eux, non, mais eux, oui, c'est clair. Donc maintenant, il y a le moment du cadeau. Vous savez, c'est mon moment pour le coup préféré. Et aujourd'hui, on a 2 cadeaux à vous proposer. Donc le premier cadeau vient très gentiment de Florence, pour le coup, qui a proposé d'offrir un week-end de 2 nuits dans le cottage Royal Gala, donc pour 2 personnes. Donc plutôt sympa. Et pour participer, c'est hyper simple. C'est-à-dire que vous allez très simplement aller, vous voyez notre chaîne YouTube, vous vous abonnez, vous likez la vidéo et vous mettez un petit commentaire. Et donc, il y aura un tirage au sort qui sera effectué et Florence vous appellera pour le coup, pour organiser tout ça avec vous. Donc, merci beaucoup, Florence. C'est très sympa. Merci à toi. Et il y a un deuxième cadeau, puisque vous le savez, régulièrement, on fait un cadeau en tirage au sort et un cadeau pour tout le monde. Et là, cette fois-ci, ce sont nos adorables équipes d'Amenities qui ont rédigé un guide pour réussir sa chambre d'hôte. Donc, pour avoir accès, toute notre communauté a accès à ce cadeau-là. Il faut simplement nous écrire, mais on vous enverra un petit mail avec le lien du cadeau à l'intérieur. Donc, voilà. En tout cas, Florence, j'étais absolument ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Partagé. C'était très sympa. Merci d'avoir pris ce temps. Je pense que tous les partenaires qu'on peut avoir ont apprécié. Et même quand on est déjà gérant, je pense que ça nous permet de réfléchir à certaines choses. Oui, peut-être qu'il y en a qui diront ah oui, je suis tout à fait d'accord, ou d'autres qui diront bah non, bon, on verra bien. Chacun gère sa maison comme il veut et c'était juste un partage d'expérience que je voulais faire avec vous. Et c'est génial. Merci Florence. Je vous dis à très très vite. Et en tout cas, vous qui nous regardez, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Emmanuel. Au revoir.